Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a des gens qui se disent chefs d'État africains, peau noire, qui soutiennent ça? Qui peut nous expliquer ça? J'aimerais vraiment qu'un jour quelqu'un nous explique ça. Alors, tu dis qu'il a intérêt à déclarer la guerre. Mais moi, les quatre là, s'ils déclarent la guerre au Sahel, avant la fin de cette guerre, ils auront tous perdu leur fauteuil. Ils n'ont qu'à essayer. Ils n'ont qu'à essayer. Avant la fin de cette guerre-là. Parce que quand les gens du Sahel, que vous connaissez, qui sont des gens combatifs, quand ils vont faire quelques misères dans un des pays guerriers là, tu vas voir comment la population va réagir contre son chef. Et on n'aura plus à faire des discours, à revenir ici à New World pour parler. Oui, mais est-ce qu'on se rend compte de la gravité quand même de la situation, parce que les forces armées des trois pays sont en état d'alerte? Ça veut dire qu'à tout moment, ça peut dégainer, mais il n'y a pas d'initiative pour la désescalade. Oui, mais je pense c'est surprenant, mais si c'était ailleurs, nous étions allés jusqu'en Ukraine proposer les bons offices. Je pense d'ailleurs que les trois pays, la mise en état d'alerte des armées des trois pays n'est pas suffisante face à la menace. Le président Abdourahmane Tiani, lors d'une interview poignante à la télévision nationale, a révélé des faits alarmants sur les tensions qui secouent l'Afrique de l'Ouest. Au cœur de ces déclarations, des accusations précises contre la CEDEAO, perçue comme un instrument au service de puissances étrangères, et des révélations cinglantes visant la France et ses alliés pour leur rôle dans les déstabilisations régionales. Dans cette analyse, les chroniqueurs de New World TV reviennent sur les éléments clés soulevés par le président Tiani. 1. La critique de la CEDEAO, accusée de trahir ses valeurs fondatrices et d'agir contre les intérêts des peuples qu'elle prétend représenter. 2. Les accusations contre la France et ses alliés, dénoncés pour leur exploitation des ressources naturelles et leur implication présumée dans des stratégies de manipulation et de déstabilisation. 3. Les réponses de la CEDEAO et des pays concernés, jugées insuffisantes et souvent contredites par des faits révélés avec précision. 4. Les propositions du bloc du Sahel, comme la création d'une armée fédérale, qui traduisent une volonté de rupture avec le statu quo et d'affirmation de la souveraineté régionale. À travers ces points, ce segment met en lumière les fractures géopolitiques profondes et les aspirations des États du Sahel à construire une nouvelle dynamique de coopération. Bon, maintenant les positions sont figées. Dans un cas comme dans l'autre, Luc Abaki, quels sont les scénarios possibles désormais à l'analyse des différentes positions exprimées? Non, c'est que les gens fassent preuve de bonne foi. Je vais revenir sur un élément que le général Tiani a aussi évoqué. Il a mis au défi le ministre de la Sécurité du Bénin, rappelant qu'en septembre, le Bénin a commandé plus d'une centaine de drones à la Chine. Il a décrit les caractéristiques des drones là, qui ont été commandés et qui sont arrivés à Cotonou et qui ont été distribués à des terroristes. Il dit qu'ils ont suivi la distribution de ces drones-là, etc. Et puis il les met au défi. Mais écoutez, est-ce qu'il y a une autre manière plus directe et plus franche d'attaquer quelqu'un et de lui dire que tout ce que tu fais, je vois cela à la loupe? Mais il le dit même avec une extrême précision, avec une aisance notoire, qu'en réalité on sent à travers le regard tout seul qu'il s'agit là des vérités. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que chacun d'entre eux doit pouvoir comprendre, à partir du moment où ils ont été aussi dénudés, qu'en réalité il ne sert plus à rien aujourd'hui en ce 21e siècle de commencer à jouer à la fourberie, au faux, à manquer de franchise et de sincérité, parce qu'en réalité ces trois pays de l'AES se sont tellement équipés qu'ils suivent tout ce qui se passe autour d'eux et ils sont hautement conscients des menaces qui sont là et ils font très bien d'anticiper pour évoquer cela. Il appartient désormais à ces pays traîtres là qui sont dénudés et contre lesquels l'opinion est en train de se fermenter. Vous voyez bien tous les commentaires qu'il y a autour donc des révélations qui ont été faites par Tiani, qu'il leur appartient de revenir à la raison, parce qu'en tant que dirigeants des États, ils ont une responsabilité vis-à-vis de leur peuple et il y a des valeurs endogènes qu'il faut promouvoir et ces valeurs là, c'est les valeurs de solidarité, de complémentarité, de mutualisation des énergies, c'est-à-dire l'esprit et la lettre qui avaient animé les chefs d'État qui ont mis en place justement cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, toutes ces valeurs ont été dégradées aujourd'hui. Si vous voulez des solutions propres, ça veut dire que ceux qui sont de mauvaise foi aujourd'hui, qui mettent en berne toutes ces valeurs-là, c'est à eux
de revenir à la raison et de comprendre que tout ce qu'ils font dans l'ombre est vu et connu. Comme on le dit de façon vulgaire chez nous, là où ils semblent se cacher, ils pensent se cacher, mais c'est là où les 3 pays de l'AEA se couchent justement. Vous voyez? Donc il n'y a plus rien à camoufler. Tout ce qui se fait là, on sait très bien que ces États-là n'ont aucun intérêt en vérité à déstabiliser les pays de l'AEC. Oui, mais justement, c'est la question centrale. Quel est l'intérêt de ces pays aujourd'hui à provoquer une guerre qui va embraser toute la région? La réponse a été donnée par l'ambassadeur. C'est-à-dire qu'ils sont au service d'un commanditaire qui est là, notamment la France, que le général Tchiani a clairement désigné. Mais pourquoi ils sont au service de la France? C'est parce que eux, leur légitimité est compromise au plan interne et ils savent qu'en réalité, s'ils n'ont pas un soutien extérieur comme celui de la France, ils sont des feuilles mûres qui risquent de tomber parce que la peuple, est-ce que cet argument, il ne s'agit pas seulement de pays francophones, le Nigeria aussi est concerné par exemple. Oui, mais écoutez, qu'est-ce que vous... Le fauteuil de... Tinubu vient d'où? Il vient de Paris, non? C'est pas là-bas que les gens ont dansé dans son honneur. Donc c'est pour dire, en tout état de cause, que ces derniers-là, ils savent très bien qu'ils ne sont pas légitimes. Ils ont un problème de légitimité avec leur peuple. Parce que leur bouclier devait être leur peuple. Et ils devaient comprendre qu'ils doivent travailler pour les intérêts. Parce que justement, cette déstabilisation-là va embraser toute la sous-région. Et ça fait justement l'affaire des puissances occidentales, notamment de la France. Parce qu'elle se nourrit de notre instabilité pour justifier justement sa présence et son infiltration dans nos réalités. Excellence, qui a intérêt à provoquer un affrontement entre la CEDEAO et l'AES? La France. Mais est-ce que... Attends, quand Tchiani parle, c'est tellement clair. Ouais, bien sûr. Mais Tchiani, il ne fait pas de contorsion. Il parle très clairement. Il a désigné nommément et des individus et des pays. Bien sûr. Écoute, tu connais la première ministre d'Italie, Giorgia Meloni? Elle a toujours dénoncé, redénoncé la France dans ses menées coloniales, l'exploitation des pays africains, comment des enfants mineurs travaillent dans des mines d'or pour enrichir la France. Elle a toujours dénoncé ça. Elle a dénoncé comment la France a braqué la Libye, assassiné des gens pour s'approprier ses richesses. Elle a toujours dénoncé ça. Alors, elle est italienne. Donc ça veut dire qu'en Afrique, il y a 3 ou 4 présidents qui sont d'accord qu'on achète aux Nigériens le kilogramme d'uranium à 0,80 centimes d'euros, alors que le même kilogramme est acheté à 200 € ailleurs. Ça veut dire qu'il y a des chefs d'État africains qui sont d'accord et qui veulent aider la France à vivre dans cet état de choses. Est-ce que tu comprends? À partir de là, est-ce que tu es sûr que ces chefs-là, ils sont africains? Je ne crois pas qu'ils sont africains. Parce que, je ne sais pas, on dirait que le chef de l'État français a un gris-gris qui les endort, qui les subjugue. Quand ils le voient, ils sont tous au nirvana. En transe. Et en transe. Et tout ce qu'on leur demande, ils font. Parce que le Nigeria, mais on vous dit que c'est la première puissance économique de l'Afrique. Normalement, quand nos petits pays dans la région ouest africaine ont des problèmes, leur salut, c'est le Nigeria. C'est d'aller se confier au Nigeria. Grand frère, il faut nous aider. Maintenant, le grand frère est vendu. Il a baissé la culotte devant l'ennemi. Et non seulement il a baissé la culotte, c'est lui qui demande aux autres de baisser la culotte devant l'ennemi. Et c'est quel ennemi? Un pays en voie de mort lente, mais sûr. C'est ça l'ennemi. Un pays qui est en train de disparaître. Et qui est tellement aux abois que s'il sait que s'il rate les richesses de l'Afrique, il n'existera plus. Mais il y a des pays européens, je l'ai dit ici au moins 1000 fois, qui n'ont pas de colonies, qui n'ont pas de président esclave à exploiter, mais qui vivent bien. L'Allemagne a quelle colonie? L'Allemagne a quel président esclave en Afrique noire? Le Danemark, la Norvège, la Suède, la Suisse, l'Autriche, ils ont quelle colonie et quel chef noir, quel esclave noir. Maintenant, le seul pays tu tiens 14 États en esclavage, leur président, c'est tes esclaves, tu tiens toutes les autres, tout ce qui est noir, dans les Antilles, en Nouvelle-Calédonie, tu les tiens en esclavage. La France reste le seul pays qui a des esclaves noirs, et ces esclaves, ils sont dans les 14 pays, ils sont dans les Antilles, ils sont en Nouvelle-Calédonie, et personne n'a rien à dire. Pourquoi? L'Allemagne n'a pas d'esclaves, mais c'est la première puissance de l'Europe. Pourquoi on ne dit rien?
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a des gens qui se disent chefs d'État africains, peau noire, qui soutiennent ça? Qui peut nous expliquer ça? J'aimerais vraiment qu'un jour quelqu'un nous explique ça. Alors, tu dis qui a intérêt à déclarer la guerre. Mais moi, les quatre là, s'ils déclarent la guerre au Sahel, avant la fin de cette guerre, ils auront tous perdu leur fauteuil. Ils n'ont qu'à essayer. Ils n'ont qu'à essayer. Avant la fin de cette guerre-là. Parce que quand les gens du Sahel, que vous connaissez, qui sont des gens combatifs, quand ils vont faire quelques misères dans un des pays guerriers là, tu vas voir comment la population va réagir contre son chef. Et on n'aura plus à faire des discours, à revenir ici à New World pour parler. Mais est-ce qu'on se rend compte de la gravité quand même de la situation, parce que les forces armées des trois pays sont en état d'alerte? Ça veut dire qu'à tout moment, ça peut dégainer, mais il n'y a pas d'initiative pour la désescalade. Oui, mais je pense c'est surprenant, mais si c'était ailleurs, nous étions allés jusqu'en Ukraine proposer les bons offices. Je pense d'ailleurs que les trois pays, la mise en état d'alerte des armées des trois pays n'est pas suffisante face à la menace. Je pense que les trois pays de l'AES doivent réfléchir à créer carrément une armée fédérale et prendre des initiatives sérieuses pour restructurer toute l'armée dans cet espace-là. Parce qu'en fait, ceux qui sont en train de conspirer contre eux jouent carrément leur survie. Voyez? Et donc, il faudrait véritablement que les pays de l'AES ne se limitent même pas seulement à des déclarations, à la mise en état d'alerte. Il faut qu'ils fédèrent leur armée et qu'ils s'organisent encore plus. Parce que ces messieurs-là qui ont commencé à conspirer, vous voyez, ils sont dans une situation de désespoir extrême. Puisqu'en réalité, les trois pays de l'AES sont en train de défaire des chaînes séculaires. Tout ce qui a été fait contre l'Afrique depuis plus de 3, 4, 5, 6 siècles est en train d'être brisé littéralement par la nouvelle dynamique de gouvernance des pays de la CEDEAO. Vous voyez? Maintenant, s'il faut une solution, je l'ai dit, il va falloir d'abord qu'il y ait un rapport de force. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de voir. Les trois pays ont très bien fait de s'équiper comme il se doit. Mais ils peuvent encore faire davantage. Maintenant, à partir de ce moment-là, si jamais il y a une brèche et 1 ou 2 ou 3 de ces présidents traîtres tombent, tout le monde comprend que, ben écoutez, il faut se calmer. Mais avant cela, il va falloir que les opinions se lèvent véritablement dans chacun de ces pays-là pour réclamer véritablement la vérité sur tous ces faits qui ont été évoqués. Parce que, mais, quand on évoque quand même la mise en place d'un plan de déstabilisation d'un pays voisin, et que des armées, des drones, etc. sont distribués par un pays à des terroristes, c'est quand même une accusation extrêmement grave qui devait suffire pour que les opinions dans ces pays-là commencent à s'organiser et à réclamer des comptes à leurs dirigeants. Puisqu'ils ne sont plus raisonnables, je pense que c'est par cette pression-là, c'est par cette pression de la population, pression légitime, puisque justement le pouvoir appartient au peuple. Je pense que c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire à partir du moment où nous analysons comme ça et nous éveillons les consciences de tous ces citoyens. Il faut que chacun commence à assumer véritablement sa responsabilité et comprenne que, mais écoutez, dès l'instant où ça commence à péter, que ce soit au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, etc., nous ne sommes pas épargnés. Voilà pourquoi aucun citoyen de l'Afrique ne devait rester indifférent face justement à ces menaces qui sont quand même cuisantes et qui doivent être défaits ici et maintenant. Oui. Est-ce qu'il n'est pas possible que se lève une troisième voie pour proposer un retour à la sérénité dans cette situation où la société civile, est-ce que peut pas... Quelle société civile? De la CEDEAO. En Afrique, la société civile est dressée, excusez-moi le terme, comme des chiens pour insulter leur président. À part ça, il y a quelle société civile? Depuis que ça se passe là, dans nos pays, tu as vu quelle société civile. Mais si on leur dit d'aller faire des discours et insulter les régimes en place, là, c'est bien, puisqu'ils sont financés de l'extérieur pour ça. Je le dis, je sais qu'ils vont m'attaquer, mais c'est les faits. Tout le monde le sait. Mais Gilles, j'ai déjà raconté ici une anecdote. J'ai dit que dans l'ancienne Grèce, il y avait une voyante, la Pythie de Delphes. Alors, un roi est allé la consulter parce qu'il voulait déclarer une guerre pour voir s'il va gagner. Et la Pythie lui a dit, si tu attaques, un royaume va s'effondrer.
il aurait eu l'intelligence de demander quel royaume. Et il est allé attaquer et c'est lui qui a perdu. Il revient voir Lapiti pour lui dire, mais attends, tu m'as trompé. Lapiti lui dit, mais je t'ai dit un royaume va s'effondrer, mais tu ne m'as pas demandé lequel. Ceux qui croient que s'ils attaquent, l'AES va s'effondrer, je tiens à leur dire qu'il leur arrivera les malheurs de ce qui est arrivé au roi qui est allé constituer la petite de Delphes, à qui on a dit un royaume va s'effondrer, et il est allé attaquer, il a perdu. C'est les 4 larrons là, s'ils attaquent l'AES, ils vont disparaître. Il ne faut pas qu'on mette les gants pour le dire. Ils vont disparaître, non pas parce que militairement l'AES va les occuper, mais quand l'AES va frapper 2-3 coups dans chacun des pays, les populations sortent pour aller débarquer les danseurs de Paris. C'est pas possible. Les danseurs et les décorés de Paris là, les populations vont les balayer. Ils n'ont qu'à savoir ça. Ce n'est pas le problème de l'AES. L'AES tient parce que son peuple le soutient. Eux, est-ce que leur peuple les soutient? Tu oublies la dernière fois, on a dit ici comment trancher l'affaire. Et je vous ai dit, dans ce cas, on n'a qu'à faire un référendum. J'ai dit ça ou non? Ça veut dire qu'il faut consulter le peuple. Mais il ne peut pas consulter le peuple. Aucun Nigérian, aucun Sénégalais, aucun Ivoirien, aucun Béninois n'est d'accord qu'on paye 80 centimes d'euros 1 kilo d'uranium qui est payé 200 € ailleurs. Même s'ils ne sont pas nigériens, ils ne sont pas d'accord. Aucun. Les banabana qui vendent au marché partout, ils ne sont pas d'accord. Et dire qu'il y a des présidents, leurs conseillers, leurs intellectuels, leurs diplomates qui sont d'accord avec ça, qui sont prêts à livrer des guerres pour ça, pour tuer des centaines, voire des milliers d'innocents. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aucun. Lucas Baki, finalement, pour clôturer cette première partie, en ce qui concerne la France, qui a été quand même citée plusieurs fois par le général Tiani, vous avez fait plusieurs fois allusion à ce discours accusateur. Est-ce que la France n'a pas son honneur à laver en mettant sur le tapis les différentes accusations, en apportant son point de vue sur la question? Ben, elle n'a pas d'argument, elle ne peut pas. Elle ne peut pas simplement parce que les faits sont tellement évidents. Et c'est une vérité. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise justement l'ESMIR d'Afrique pour parler en son nom. Vous voyez? Sinon, en réalité, la France ne devait même pas attendre qu'on vienne l'accuser de quoi que ce soit dès l'instant où on a parlé ici des bases militaires françaises qui sont encore en train de traîner dans nos pays malgré le concept de la décolonisation qu'on nous a servi depuis là. Et donc, il faut comprendre tout simplement que la France n'adora en tant que puissance occidentale intervenant au Conseil de sécurité des Nations Unies, etc., que grâce à son influence et à tout ce qu'elle fait à partir donc de l'Afrique. Voilà pourquoi ces généraux sortent chaque fois pour rappeler donc à leurs dirigeants comment il faut procéder pour conserver l'influence. Je reprends leurs termes. Pour conserver l'influence et donc continuer à s'introduire, à s'immiscer dans les affaires politiques, économique et sociale de nos pays. Parce que sans ça, la France ne peut rien. Elle ne peut laver aucun affront à travers un démenti quelconque. Parce qu'il s'agit des faits. Il ne s'agit pas des affirmations gratuites. Il ne s'agit pas de la théorie ou de la rhétorique. Il s'agit là des faits. Et elle-même, elle assume le fait qu'elle ne puisse être quelque chose sans l'Afrique. C'est pourquoi le président Macron lui-même a dit qu'il joue des intérêts en Afrique. Il faut le dire clairement. Et chaque fois qu'un dirigeant français doit parler de l'Afrique, c'est toujours en termes de comment préserver nos intérêts en Afrique, comment faire pour conserver notre influence, notre hégémonie, etc., etc. Et donc, ils ne s'en cachent pas, il n'y a pas d'affront à laver, ils assument ça comme tel, parce qu'ils considèrent que sans l'Afrique, ils ne peuvent pas être une puissance occidentale. Quand tu parles de la France, moi, je parle des dirigeants actuels français. Absolument. Qui n'ont aucun sens de l'honneur. Est-ce que tu sais que pendant qu'on est en train de se poumonner, ah, Poutine ne doit pas gagner, l'Ukraine gagne, en dessous de table, on propose au même Poutine, Lavrov l'a dit, hein, c'est pas moi qui le dis, ah, on va négocier, mais sans l'Ukraine. Pourtant, tous les pays européens qui soutiennent l'Ukraine sont d'accord qu'il n'y aura jamais des accords ou des négociations sans l'Ukraine. Mais si la France avait un minimum de sens de l'honneur, elle n'aurait pas baissé sa culotte devant Lavrov en faisant de telles propositions. Donc, ce n'est pas une question d'honneur, c'est une question de cécité politique et diplomatique. Les États-Unis ont plus de 800 bases dans le monde. Ils ont leur influence dans presque tous les pays. Mais est-ce que les États-Unis demandent à imprimer les monnaies de ces pays?
Est-ce que les États-Unis invitent les présidents de ces pays à aller danser à la Maison Blanche? Est-ce que les États-Unis invitent les présidents de ces pays à leur donner des décorations bidons qui ne riment à rien? Quand les États-Unis décorent, ils décorent leurs soldats, leurs anciens combattants, leurs héros, leurs généraux. Voilà ce que les États-Unis décorent. Mais ici, on décore des gens qui n'ont rien foutu, qui ne valaient rien chez eux. Et avec ça, on veut tenir des peuples entiers. Mais il est temps que ces peuples aussi s'expriment. Donc, ne parle pas d'honneur. Tu te rappelles dans quelle pièce de tes choses là, quelqu'un qui ripostait, mais de la conscience à un Turc, on demandait que voilà. Mais tu veux de l'honneur à un dirigeant français. Je parle des dirigeants français. Et surtout l'actuel, que d'ailleurs, pour vous montrer comment la situation est cocasse, que son peuple est en train de débarquer matin, midi, soir en France, politiciens et de l'opposition et de pouvoir ne demandent que le départ de Macron. Ça, c'est pas moi. Vous le savez. C'est pas moi. Donc son peuple même, d'ailleurs là où nous sommes, je crois qu'il y a un travail de communication de l'AES, de l'Afrique qui doit être fait en direction des opinions françaises pour que les gens perçoivent ce qui se passe et ne pas continuer à produire des déchets toxiques comme les licointres. Parce que les licointres, ces déchets-là, c'est la mauvaise information qui les amène à des propos aussi inconscients, aussi débiles. Et irresponsables. Hein. Irresponsables. Donc il faut que nous fassions un travail d'information. On n'a pas des toxiques comme LCI, machin, mais on peut avoir des moyens de communiquer parce que le peuple français actuellement est en train d'endurer pire que ce que nos populations endurent dans nos pays ici, du fait des dirigeants hasardeux et qui sont là endettés, ils prennent l'argent, on ne sait pas où ils ont mis l'argent, mais tous les jours les dettes augmentent. Les Français même veulent les balayer. On va s'arrêter là pour la première partie de New World Forum. Nous sommes en train de collecter vos contributions. J'aurai le plaisir de les relayer dans la seconde partie. Tout de suite, nous marquons une pause des impératifs commerciaux. Une nouvelle édition du journal, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Les déclarations du président Tiani, analysées par les chroniqueurs de New World TV, révèlent l'ampleur des tensions entre le bloc du Sahel et la CEDEAO. Ces critiques vont au-delà des simples reproches. Elles dénoncent un système perçu comme inefficace, injuste et soumis à des influences étrangères. Les réponses de la CEDEAO et des pays alliés, limitées à des démentis généraux, n'ont pas réussi à contrer les accusations détaillées du président Tiani, amplifiant ainsi le scepticisme autour de l'organisation. Pendant ce temps, les propositions audacieuses du bloc du Sahel, telles que la fédéralisation des forces armées, incarnent une ambition claire de rupture avec le modèle actuel et de renforcement de la souveraineté régionale. Cette crise marque un tournant décisif. La CEDEAO doit se réinventer ou risquer de devenir obsolète face à l'émergence d'une nouvelle coopération menée par le Sahel. Ce moment historique redéfinit les rapports de force en Afrique de l'Ouest et pourrait ouvrir la voie à une ère de souveraineté et de résilience régionale.